Nairobi est devenue la capitale de la paix de l'Afrique de l'Est. C'est très simple. C'est une ville où on vient négocier, discuter, signer des accords ou résoudre des crises régionales. Ça se passe où ça? À Nairobi. Donc, Nairobi, la peace capitale, en d'autres termes, la capitale de la paix. Il faut avoir cette compréhension. Depuis plus de 20 ans, le Kenya a investi énormément pour devenir un pays crédible dans la diplomatie de la paix. J'ai bien dit depuis plus de 20 ans. Quand il y a eu des guerres ou des tensions dans la région, que ce soit en Somalie, au Soudan du Sud, donc ce n'est pas seulement la RDC, en Éthiopie ou dans les Grands Lacs, Nairobi s'est souvent proposé comme terrain neutre, ok, terrain neutre, une ville haute. Les Congolais, nous devons le savoir pour ne pas tendre vers l'émotion et avoir une connaissance objective. Bonsoir Ndeko Vanessa. Pourquoi? Parce que le Kenya a su construire une image de pays stable, avec des infrastructures sûres et modernes. En Nairobi, vous trouvez des hôtels sécurisés pour accueillir les délégations, un aéroport international qui relie presque toute l'Afrique à Nairobi, un système bancaire connecté au monde et surtout une présence forte de médias internationaux et des organisations non gouvernementales, des ONG, etc. Ça, c'est Nairobi. En clair, quand une crise éclate, que ça soit en RDC, au Soudan ou ailleurs, les diplomates savent que Nairobi est pratique et sûr et accessible. C'est pourquoi beaucoup de réunions de haut niveau s'y tiennent sur place à Nairobi. Et donc certains espèrent, comme le CSIS, donc Center for Strategy and International Studies, disent que Nairobi est devenu un hub de la diplomatie des sommets. Là, il faut que tu comprennes en gros bien. C'est-à-dire quoi? Un carrefour où le chef d'État et le médiateur se retrouvent pour discuter des grandes décisions, des grands dossiers concernant l'Afrique, des grands dossiers africains. 3 raisons concrètes expliquent effectivement ces rôles centraux de Nairobi. La première des raisons, les rôles institutionnels et régionaux. En d'autres termes, depuis 2022, la RDC a officiellement rejoint l'AEC, c'est-à-dire la communauté d'Afrique de l'Est. Et c'est dans ces cadres que le processus de Nairobi a été lancé en avril 2022 sous la facilitation du Kenya. Ce processus vise à ramener la paix à l'est de la RDC en dialoguant avec les groupes armés et les acteurs politiques locaux. Dans la même période, une force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, appelée EACRF, a été déployée depuis Nairobi vers l'Est congolais à la fin de l'année 2022. Et donc, cette force comprenait notamment des soldats kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais chargés de sécuriser les zones sensibles. Donc, institutionnellement, Nairobi n'est pas qu'un choix symbolique, c'est le quartier général, politique et logistique de cette communauté régionale à laquelle la RDC appartient désormais. Il faut qu'on le sache aussi ça. La deuxième raison, c'est la position logistique dont Nairobi est détenteur. Nairobi se trouve au cœur
d'un immense réseau économique. En d'autres termes, les corridors Mombasa, Kampala et Goma. Ces corridors partent du port de Mombasa, au Kenya, traversent l'Ouganda, Kampala, et va jusqu'à l'est de la RDC, Goma, Bukavu. Ce couloir est effectivement vital. C'est par là que passent les produits importés, carburants, aliments, matériaux, vers l'est du Congo. Mais aussi que transitent les marchandises congolaises exportées, en d'autres termes, ici il s'agit des minéraux, produits agricoles, bois, etc. Autrement dit, Nairobi est le point d'entrée économique de l'Est congolais. C'est le centre nerveux du commerce et de la logistique régionale. C'est pourquoi beaucoup d'hommes politiques, d'entrepreneurs et même d'anciens rebelles passent par Nairobi, soit pour affaires, soit pour négocier des soutiens, ou appellent cela les rôles d'onshore state. Ça veut dire l'État pivot, l'ancre économique de la région. La troisième raison, l'espace politique et médiatique. Nairobi est aussi un centre politique et médiatique où tout le monde peut se croiser. Ça veut dire quoi? Le diaspora africain rwandais, congolais, ougandais et sud-ougandais y vivent en grand nombre. De nombreuses ONG internationales y ont leur siège régional. La presse internationale, nous avons la BBC, la CNN, Al Jazeera, France 24 et bien d'autres médias internationaux est présente sur place. Et les réseaux diplomatiques occidentaux, Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni sont très actifs à Nairobi. Et donc, Nairobi, on peut se voir, lever des fonds, trouver des appuis ou alors diffuser un message politique très rapidement. C'est aussi là que certaines coalitions politiques ou rebelles cherchent à gagner en visibilité internationale. Parce que si vous êtes sur place, vous lancez votre mouvement en Nairobi, il y a une visibilité en termes internationaux. Mais attention, cela ne veut pas dire ici que le Kenya crée les rébellions. Ça ne veut pas dire ça, parce que j'entends ça en sous-jacent. J'entends ça en sous-bassement. Il nous faut connaître la géopolitique que joue le Nairobi pour avoir une idée assez objective de ce qui se passe concrètement. Parce que si nous réagissons et nous commentons les conséquences sans pour autant connaître les sous-bassements, nous chantons pour rien et le monde ne comprend pas du tout. Le monde qui comprend les choses nous observe et trouve que nous sommes à côté de la plaque. Il nous faut comprendre les enjeux géopolitiques ici. C'est là où nous sommes. Et donc, les amis, mais attention, cela ne veut pas dire que le Kenya crée les rébellions. Cela signifie simplement que Nairobi offre un espace ouvert que tout le monde essaie d'utiliser, même les rebelles. Les diplomates pour négocier, les opposants veulent exister à Nairobi et parfois même les manipulateurs pour semer les désordres. En résumé, si tout semble venir de Nairobi, c'est parce que cette ville est devenue une plateforme régionale. Elle est neutre, mais connectée, africaine, mais ouverte au monde, économique, mais aussi politique, et surtout, ici, elle offre une sécurité et une visibilité que beaucoup d'autres capitales africaines n'ont pas. C'est pour cela que, quand il y a une crise dans la région des Grands Lacs, que ce soit au Congo, au Rwanda, au Soudan du Sud ou ailleurs,
le premier vol diplomatique atterrit toujours et presque toujours à Nairobi. Ça, je pense que c'est un premier élément qu'il faut connaître. On pose une autre question. Les Kenyans jouent dans la région exactement le rôle que le Qatar joue au Moyen-Orient. Est-ce que c'est vrai que le Kenya joue dans la région les rôles que joue le Qatar au Moyen-Orient? Accueillir, observer, écouter et parfois faciliter les choses, pour ensuite apparaître comme le médiateur neutre qui aide et ramène le calme. Mais derrière cette neutralité apparente, il y a aussi un calcul stratégique dont les Congolais doivent maîtriser aussi. Celui d'être au centre du jeu régional et de garder la main sur ceux qui peuvent déstabiliser ou pacifier. Et donc, nous allons tenter d'expliquer très simplement ici, avec des exemples concrets de mouvements, des leaders et des situations où Nairobi a joué un rôle direct ou alors indirect. On va tenter d'aller tout doucement pour apporter de la lumière à ce niveau-là. Nairobi, un hub régional comme les Qatar, est-ce que c'est vrai? Nous disons oui. Nairobi, d'après ce qui est palpable, d'après le diplomate et d'après les géostratèges qui lisent et qui comprennent, effectivement, Nairobi est un hub régional comme le Qatar. Les Qatar, ici au Moyen-Orient, accueillent souvent des opposants pouvant mouvements islamistes, chefs rebelles, ou médiation internationale, les talibans, les Hamas et d'autres groupes. Et d'ailleurs, Israël en avait marre et a bombardé Doha, là où se trouvaient les dirigeants des Hamas. Dans le but ici de paraître ensuite comme les pays du dialogue. Ça, c'est l'image que Doha, que plutôt Nairobi veut présenter. Les Kenyans en Afrique de l'Est fait exactement la même chose que Qatar. Le Kenya accueille les pourparlers, les opposants, les ONG, les médiateurs et garde ainsi un œil, sur les tensions ici régionales. Pour quelle raison Nairobi fait ça? Tout simplement parce que dans une région instable, et comme la Somalie, Sud-Soudan, Éthiopie, RDC, Ouganda, le Rwanda, celui qui accueille le discussion devient aussi celui que tout le monde doit consulter avant d'agir. C'est une forme d'influence douce, effectivement. On ne se bat pas, mais on contrôle les négociations, etc. Et c'est ce que Kenya fait depuis près de 25 ans. N'est-ce pas, mes frères congolais, toi et Barabien? Quelques exemples de mouvements ou des leaders passés qui ont eu à atterrir en Nairobi. Nous avons ici des rebelles Sud-Soudan entre 2005 et 2020. Avant la création du Soudan du Sud en 2011, les accords de paix ici de 2005 entre le gouvernement de Khartoum et la rébellion du SPLA, Soudan Peuple Libération Armée, ont effectivement signé à Nairobi, sous la médiation du Kenya. C'est à partir de là que le Kenya a gagné sa réputation de médiateur régional crédible. Plus tard, quand la guerre civile a éclaté au Soudan du Sud en 2013 et 2020, les pourparlers entre les factions rebelles, les Salva Kiir et le Kek Machar se sont souvent tenus à Nairobi ou à Addis Abeba, car c'est là que l'ONU et les diplomates africains pouvaient rencontrer les deux camps.
Et puis nous avons les rebelles somaliens et les négociations de 2004. 2004, c'est encore à Nairobi que s'est tenu le Somalie National Réconciliation, conférence. Effectivement, les chefs des clans somaliens, les anciens seigneurs de guerre et les leaders politiques s'y sont rencontrés pour poser les bases du gouvernement somalien des transitions. Nairobi était le seul lieu suffisamment sûr et neutre pour accueillir des Somaliens en guerre depuis 1991. Et puis nous avons des rébellions congolaises. M23, CNDP, RCD, etc. Même si les bases militaires et les soutiens viennent du Rwanda et non de Nairobi ou de l'Ouganda, Nairobi est souvent le lieu où les négociations et les accords finaux sont signés. Un exemple, en 2007, les Nairobi communiquent et signent entre le Rwanda et la RDC pour le désarmement des rebelles Hutus de FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. En 2013, la déclaration finale du M23, rébellion des Bosco Tangana et des Sultani Makenga, est signée aussi en Nairobi après 2 mois de discussions à Kampala. 2022-2023, encore, les nouvelles négociations entre le gouvernement congolais et les groupes armés de l'Est, les processus de Nairobi que vous connaissez mieux que moi, se tiennent encore une fois dans cette ville. Et donc vous voyez que même si les armes sont à Goma, à Ruchuru et à Bunagana et ailleurs, le micro et les signatures sont souvent à Nairobi. Ça, c'est un élément important à savoir. Les opposants politiques régionaux également. Nairobi est aussi un refuge diplomatique pour plusieurs figures politiques ou militaires de la région, des Ougandais opposés à Yoweri Museveni, ayant trouvé également asile dans les années 2000, Nairobi toujours, des Rwandais exilés, des journalistes, opposants, militaires en rupture, ayant résidé un temps avant parfois de disparaître, d'accord, ou d'être extradés. Des Sud-Soudanais, Burundais, Congolais, ils tiennent régulièrement des rencontres ici, des rencontres effectivement dans les cadres de préparation et bien d'autres choses. Les amis, autrement dit, le Kenya observe tout le monde, ouvre ses portes à tout le monde, mais ne se mouille pas trop. Il garde une image neutre, mais il écoute, enregistre et apprend. Donc, c'est un pays qui connaît les affaires de tout le monde. Parce que tout le monde vient parler à Nairobi. Pourquoi le Kenya fait tout ça? Parce que c'est sa stratégie d'influence. Le Kenya n'est pas un pays riche en pétrole, ni en minerais comme la RDC. Mais il est riche en position géographique et en stabilité politique relative. Alors, pour peser sur la scène internationale, le Kenya, il mise sur la diplomatie et l'accueil des négociations, comme le fait le Qatar. Chaque fois qu'il y a une crise dans la région, le Kenya accueille les rebelles ou leurs représentants. Le Kenya discute avec les gouvernements et il devient le messager entre les deux camps. C'est une manière, effectivement, pour lui, de garder un rôle central et d'obtenir ensuite des contrats économiques, de l'aide internationale ou des crédits politiques auprès des grandes puissances. À l'occurrence, ici, nous parlons des États-Unis, l'Union européenne et l'ONU. Donc, c'est une stratégie. Un rôle comparable, effectivement, au Qatar. Le Kenya joue évidemment ces rôles-là. Il s'est inspiré peut-être du Qatar. Du Qatar au Moyen-Orient,
Le rôle principal du Qatar, accueillir les négociations des talibans, du Hamas et du régime arabe. Les accords de Doha, Afghanistan, Palestine, etc., c'est au Qatar. Le Kenya, l'Afrique de l'Est, Qatar au Moyen-Orient. Le Kenya, son rôle principal, accueille des négociations sur la Somalie, le Soudan du Sud et la RDC. Processus de Nairobi, RDC, accord de paix, Sud-Soudan, Somalie. Et donc, nous comprenons que dans les deux cas, le pays se présente comme neutre, mais tire profit de sa position d'intermédiaire entre le belligérant et les grandes puissances. En résumé, ici, Nairobi n'est pas une base militaire, c'est une base diplomatique. C'est là que les puissances, les ONG, les rebelles et les États viennent parler, tester et influencer. Le Kenya joue un rôle de médiateur permanent, un peu comme les Qatar, comme je vous l'ai dit. Il accueille les ennemis d'hier, il les écoute. Puis il se présente comme celui qui peut réconcilier. C'est une, effectivement, stratégie d'État. C'est lui qui accueille la paix contre, ici, la guerre. Et c'est pourquoi, depuis 20 ans, que ce soit pour la Somalie, le Soudan du Sud, le Rwanda ou la RDC, tous les chemins de paix ou de la paix finissent par passer par Nairobi. C'est une stratégie. Pour beaucoup des Congolais que nous sommes, Nairobi n'est pas qu'un lieu de dialogue, c'est aussi un lieu où se fabriquent les crises. Mais pour comprendre pourquoi, mes amis, il faut remonter dans l'histoire, voir comment le Kenya est devenu un atelier idéologique régional, souvent utilisé par d'autres puissances pour formater des réseaux d'influence autour du Congo. Nous allons tenter ici d'apporter une explication en profondeur, simplement comme pour un débat, on va dire, traditionnel. Pourquoi les Congolais se méfient de Nairobi? On pose la question. Pour beaucoup des Congolais, Nairobi symbolise une double image. À la surface, c'est la ville de la paix, des conférences et de signatures. Dans la mémoire, c'est le laboratoire des manipulations où l'on crée des alliances contre la RDC. Et cette perception n'est pas née du R. Elle vient effectivement ici. Votre analyse est remplie de haine, comment encore va tuer Kabila, tu as vu là où il est. Alors, mon ami, aujourd'hui, je pense que je vais te muter, d'accord? Parce que toi, tu ne viens que pour créer des problèmes, je vais te muter, tu n'es pas là pour apprendre. Donc, si tu n'es pas là pour apprendre, je te mets en sourdine. Voilà. Je te mets en sourdine 5 minutes et après, tu pourras commenter. Mais si je vois que tu exagères, je te démonte et je te fais basculer ailleurs. Merci. Alors, les amis, comme je vous ai dit, Nairobi, il s'agit de Nairobi. Pourquoi les Congolais se méfient de Nairobi? Cette perception n'est pas née d'hier, du hasard. Elle vient ici de plusieurs. Elle vient ici de plusieurs perceptions et plusieurs épisodes historiques précis où des événements majeurs liés au Congo ont été préparés ou influencés par le Kenya. Nous allons voir ça très bien, calmement les amis, parce qu'il faut qu'on soit pédagogique. On ne veut pas être dans l'émotion. Ce sont des éléments que je donne qui sont vérifiables. Dans les années 1980, le début de la fabrique idéologique rwandaise, ça a commencé au Kenya. Dans les années 1980, pendant que le Zaïre sous Mobutu traversait une période de fragilité, d'accord, de fragilité économique, les Rwandais vivaient un exil massif des Tutsis, dispersés dans plusieurs pays voisins, Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya et même la RDC. Et c'est justement à Nairobi
que les universités et le cercle des réfugiés politiques, que s'est forgé une pensée idéologique structurée autour de la cause de Tutsi. Des jeunes Rwandais formés dans les écoles kenyanes ou ougandaises ont commencé à construire un discours politique moderne fondé sur la reconquête du Rwanda, la réécriture de leur histoire et la construction d'un réseau international capable de convaincre l'Occident. Ça commence au Kenya. Et donc ces idées se sont ensuite connectées au réseau ougandais de Museveni et aux contacts anglo-saxons, les États-Unis, les Royaumes-Unis, etc. Ces noyaux idéologiques nés entre Kampala et Nairobi qui donnera naissance au Front patriotique rwandais, le FPR, avec Paul Kagame comme figure militaire. Autrement dit, avant d'être une armée, les projets du FPR étaient une idée façonnée dans le cercle intellectuel et diplomatique de Nairobi. Ça s'est passé au Kenya. Et puis, dans les années 1990, les liens entre Nairobi, l'Ouganda et AFDL. Quand Laurent Désiré Kabila a été choisi pour mener la rébellion de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, je dis quand il a été choisi. Il ne s'est pas autoproclamé, il ne s'est pas levé, il a été choisi. Il faut qu'on soit clair sur ça. Et donc, les noyaux des parrains du projet Rwanda, Ouganda et États-Unis s'est réuni plusieurs fois entre Kampala et Nairobi. Nairobi était alors le lieu discret où s'est rencontré des diplomates occidentaux, des représentants rwandais et ougandais, et des agents d'influence venus d'Amérique ou de Londres. Ça s'est passé à Nairobi. C'est là que les discours de libération du Zaïre ont pris forme. On y présentait Kabila comme le libérateur. Ça s'est fait à Nairobi. Alors qu'en réalité, l'AFDL était une coalition encadrée par Kagame et Museveni pour faire tomber Mobutu. Le service kenyan, bien qu'officiellement neutre, ont fermé les yeux sur ces réunions car Nairobi profitait de son rôle d'intermédiaire à ce moment-là. Donc, pour les Congolais, dans la mémoire collective congolaise, Nairobi est associé à la naissance de l'AFDL, c'est-à-dire au début de la déstabilisation du Zaïre. Le début, le commencement, la genèse, ça commence là. Alors, mon ami Miko Jasson, oui, ça c'est un autre, ça peut être un autre sujet, un autre thème. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé sur ça autrefois. Je pourrais peut-être revenir un autre jour et donner plus d'éléments de compréhension pour que la compréhension ou la vision soit panoramique. Donc, dans la mémoire congolaise, Nairobi est associé à la naissance de l'AFDL, c'est-à-dire au début de la déstabilisation, là où tout a commencé, le Bing Bang commence à Nairobi. Et donc, après Mobutu, Nairobi, les points de passage des alliances régionales. Après la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001 et l'arrivée de Joseph Kabila, Nairobi est resté le carrefour où se croisent les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et des puissances occidentales. En 2007, les fameux communiqués de Nairobi entre la RDC et le Rwanda est signé là-bas. Officiellement pour la paix, mais dans le fait, il a aussi légitimé la présence d'éléments rwandais dans les affaires régionales. En 2013, les accords de fin du M23, soutenus par les Rwandais, sont signés également à Nairobi. En 2022, c'est encore à Nairobi que pilote les processus de Nairobi avec des négociations entre le gouvernement congolais et les groupes armés. À chaque fois, les Congolais disent pourquoi tous ceux qui
nous concerne doit se décider à Nairobi et non chez nous. C'est cette perception ou répétition qui a fini par s'installer dans la conscience collective congolaise et matérialiser la méfiance. Les gens se disent, les Congolais se disent que le Kenya est devenu le lieu où d'autres décident du sort du Congo. Nous avons aussi des figures politiques récentes qui sont passées par Nairobi. Et cette méfiance s'est encore renforcée avec des faits récents. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a lancé son mouvement politique à Nairobi. Une initiative perçue à Kinshasa comme une provocation et une trahison, car il y était entouré des figures liées au M23. Aujourd'hui, nous parlons de Nangaa et du M23, ils sont ensemble. Et donc, cela a créé une tension diplomatique directe entre Kinshasa et Nairobi. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila et Matata Ponyo, tous deux condamnés ou poursuivis en RDC, l'autre condamné à 3 ans, je crois, et l'ancien président condamné à la prison, donc condamné à mort. L'ancien président et son ancien Premier ministre, tous deux ensemble à Nairobi. Et donc, séjournant à Nairobi pour des consultations politiques discrètes, ce qui ravive évidemment la peur que le Kenya serve encore des refuges pour organiser des fronts politiques ou des campagnes d'influence contre Kinshasa, et certains opposants sont très contents de ça. Ce que les Congolais retiennent au fond, dans l'imaginaire collectif, Nairobi est devenu un lieu où les étrangers viennent planifier des choses contre la RDC. Les refuges où les opposants se réunissent pour quand ils sont fragilisés par Kinshasa et les symboles d'un pouvoir étranger qui observe le Congo pour les contrôler sans armes. Et c'est pour cela que les Congolais, beaucoup des Congolais disent, les balles viennent du Rwanda, ça c'est vrai, mais les idées, l'idéologie, l'écriture ou les stylos viennent des Nairobi. Mais la réalité est plus subtile que ça. Voilà pourquoi j'appelle à une forme d'élévation, de ne pas analyser dans l'émotion, mais être capable de lire la géopolitique du Kenya. C'est quoi sa géopolitique dans la région? C'est quoi la géopolitique de l'Ouganda dans la région? Est-ce que le Congolais est capable de lire les enjeux géopolitiques de chaque pays qui l'entoure? Est-ce que c'est bien ça? Les amis, mais Félix a fait la même chose avec Vital Kamerhe. Alors, je pense que nous parlons de la géopolitique, les amis. Nous ne parlons pas de la politique. Nous parlons de la géopolitique. Mais la réalité est plus subtile que ça. Il faut bien comprendre que le Kenya n'est pas l'ennemi. Et ça sera difficile, évidemment, à l'accepter. Mais il est un terrain ouvert, utilisé par ceux qui veulent influencer la région. Le Kenya ouvre ses portes à tout le monde. Aux rébellions du Soudan, aux rebelles du Soudan, aux rebelles. Donc, c'est un peu comme le Qatar, on vient de l'expliquer. Le Qatar, ses portes sont ouvertes. Il fait se présenter comme le pays de la paix, les porteurs de la paix. Donc, j'écoute tout le monde et je me mets au milieu pour justement apporter la calmie et introduire la paix. Il est un terrain ouvert, utilisé par ceux qui veulent influencer la région. Kenya ouvre ses portes. Et tant que le Congo n'aura pas lui-même un centre diplomatique fort, les décisions continueront de se prendre ailleurs, à Nairobi, à Doha ou alors à Washington. En résumé,
Nairobi n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que le Congo n'a pas encore construit son propre Nairobi, le lieu où les autres viendront négocier selon nos termes, nos intérêts et nos règles. Alors, les amis, ce que nous allons faire maintenant, c'est déplier là maintenant, calmement, ce qui se joue véritablement derrière Nairobi. Voilà, c'est bien ça, manager. C'est un peu comme Doha, considérez Nairobi comme Doha. Donc nous allons tenter de déplier calmement ce qui se joue derrière Nairobi, non plus seulement la façade des conférences et des discours. On va déceler les dessous des cartes, dont la plupart n'arrivent pas à savoir. La logique d'équilibre entre trois pôles puissants, Kigali, Kampala et Kinshasa, et la manière dont les puissances anglo-saxons, ici il s'agit des États-Unis, les Royaumes-Unis, les Commonwealth, utilisent le Kenya comme leur plateforme d'observation et de médiation régionale. Je répète pour qu'on comprenne mieux là où nous allons partir maintenant. Nous allons déplier calmement ce qui se joue derrière Nairobi, au-delà de ce que je viens de dire ici. Que Nairobi ouvre ses portes pour les opposants et pour quiconque veut apporter une influence régionale. Nairobi est une plateforme qui reçoit tout le monde. Maintenant, au-delà de cette plateforme régionale, nous allons entrer dans des chambres pour la consultation et pour comprendre réellement derrière Nairobi qui est là. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et donc, trois pôles puissants, Kigali, Kampala et Kinshasa, et la manière dont les puissances anglo-saxons, les États-Unis, les Royaumes-Unis, utilisent le Kenya comme leur plateforme d'observation et de médiation. Alors, les amis, je veux expliquer très fluidement pour que la compréhension soit palpable, que je ne me répète pas. Nairobi, le centre d'un triangle de tensions et d'intérêts. Quand on regarde une carte, on voit trois capitales. On voit Kigali, le Rwanda de Kagame, petit pays mais très stratège. On voit Kampala, l'Ouganda de Museveni, l'ancien maître du jeu militaire de la région, il faut le savoir. On voit Kinshasa, la RDC, les géants riches mais instables. Et au milieu de ce triangle en question, vous avez Nairobi, la capitale du Kenya, comme un balcon sur les grands lacs. Il faut déjà avoir cette vue. Et donc, ce n'est pas un hasard si presque toutes les décisions, accords et rencontres de ces pays finissent par passer par Nairobi. C'est là que se croisent les ambassades, les entreprises, les centres d'analyse et les représentants des grandes puissances. Ça se passe en Nairobi. Deuxième question, pourquoi Nairobi est devenue la plateforme des contradictions régionales? Le Kenya joue un rôle de tampon diplomatique, en d'autres termes, c'est-à-dire qu'il accueille les tensions, absorbe les crises, met tout le monde autour de la table et transforme la discorde en dialogue. Voici ce qu'il fait. Mais dans le fait, cela lui permet surtout de faire quoi? Écouter le secret des uns et des autres, influencer les équilibres régionaux et surtout se placer comme indispensable devant les puissances occidentales. Chaque fois que Kigali, Kampala ou Kinshasa s'opposent, c'est le Kenya qui offre
la salle des réunions. Venez discuter chez moi, comme le fait Doha. Et celui qui tient la clé de la salle tient aussi le rythme de discussion et les informations. Un exemple concret pour qu'on évolue. En 2013, c'est Nairobi que le N23, c'est à Nairobi que le N23 signe la fin de la première insurrection. En 2022, c'est encore à Nairobi que s'est réuni les processus de Nairobi pour l'Est du Congo. En 2025, c'est toujours Nairobi qui accueille les opposants et les anciens responsables congolais en exil. Pour les Congos, cela ressemble à une répétition. Mais pour le Kenya, c'est une stratégie constante de centralité régionale. Le Kenya reste la pierre angulaire, le poumon, le cœur, le battement de l'Afrique ou de la région. Et puis, en troisième position, pour la meilleure compréhension, nous avons le rôle des anglo-saxons. Donc, une continuité du Commonwealth. J'espère l'avoir bien prononcé. Derrière le Kenya, ici, il faut comprendre les réseaux anglo-saxons, c'est-à-dire le pays historiquement lié à la couronne britannique. Ça veut dire quoi? Les Royaumes-Unis, les États-Unis, le Canada et l'Australie et bien d'autres pays, mais on s'arrête sur ces 4 pays. On appelle cet ensemble politique, culturel et économique les Commonwealth. Le Kenya fait partie de ce bloc depuis son indépendance. C'est un pays anglophone dont les élites politiques et militaires ont été formées par les États-Unis, les États-Unis et les Royaumes-Unis. C'est pour cela que Nairobi n'est pas seulement une capitale africaine, c'est une antichambre diplomatique du monde anglo-saxon. Les grandes ambassades américaines et britanniques y ont un poids immense. Et beaucoup de programmes régionaux de sécurité, d'éducation ou de gouvernance sont pilotés depuis Nairobi. Et donc, Nairobi comprenait l'importance de ce pays. Alors, le Kenya joue le rôle que devrait jouer normalement la RDC, camarade manager. C'est la RDC qui devrait jouer ce rôle-là. Parce que la RDC, c'est le poumon, la RDC, c'est la démographie, la RDC, c'est la superficie, la RDC, c'est la richesse. Donc, en d'autres termes, c'est la RDC qui devrait être un centre où tous viennent discuter, tous viennent trouver des solutions en RDC. Et donc, pour les puissances occidentales, le Kenya est le pays le plus stable et le plus prévisible de la région. La Nairobi parle leur langue, ils comprennent leur logique et ils offrent un accès direct aux zones de tension, Somalie, Soudan du Sud, RDC, Éthiopie. Washington et Londres ont donc choisi Nairobi comme base régionale d'influence. L'ambassade américaine de Nairobi est l'une des plus grandes du monde. Je répète pour que vous compreniez ce que je viens de dire là. Peut-être que vous avez mal compris. L'ambassade américaine de Nairobi est l'une des plus grandes du monde. Les forces spéciales américaines et britanniques opèrent depuis le Kenya pour leur mission dans la Corne de l'Afrique. Le siège régional de l'ONU pour l'Afrique de l'Est est à Nairobi. Et plusieurs agences de renseignement ont installé leur centre d'écoute. En résumé, ici, Nairobi est le laboratoire diplomatique, militaire et économique à travers lequel les anglo-saxons surveillent et influencent la région du Grand Lac. Voici ce que nous devons connaître. D'abord, le Kenya
est devenu un équilibre discret entre Kigali, Kampala et Kinshasa. Dans ce système, le Kenya joue les équilibristes. Dans quel sens? Avec Kigali, il partage la culture anglophone et le lien économique de banques, télécoms, commerce. Avec Kampala, il coopère militairement et sur la logistique régionale des corridors Mombasa, Kampala et Goma. Et avec Kinshasa, il maintient un dialogue diplomatique et économique AEC, la communauté Afrique de l'Est. Que ça. Mais attention, cette neutralité est souvent perçue comme ambiguë. Parce que pendant que Nairobi accueille les pourparlers de paix, d'accord, des réseaux politiques et d'affaires, souvent très discrets, ils tissent aussi des alliances d'intérêts avec des acteurs opposés à Kinshasa. C'est là que la méfiance congolaise prend tout son sens. Les Congos voient Nairobi comme un pont entre la diplomatie officielle et la manipulation officieuse. Ce que cela veut dire pour la RDC aujourd'hui. Le Kenya n'est pas un ennemi, vous l'avez compris, mais un miroir stratégique. Dans quel sens? Il montre ce qu'un pays peut faire sans grande armée ni grandes ressources naturelles. Simplement en jouant la carte de la diplomatie, de la communication et de la géographie. Mais pour le Congo, pour la RDC, il y a un avertissement. Dans quel sens? Tant que le Congo ne possédera pas sa propre Nairobi, tant qu'il ne créera pas sa propre plateforme d'influence, les autres continueront à débattre de son avenir ailleurs, forcément. Tant que le Congo ne mettra pas en place un dispositif, une entité pour justement parler du Congo, les autres continueront à traiter de nous à Doha, Kampala, Nairobi, États-Unis et ailleurs. En résumé, Nairobi n'est pas une capitale comme les autres. C'est la salle des contrôles de l'Afrique de l'Est. Le lieu où l'on observe, on négocie, on oriente et parfois on influence. Entre Kigali, Kampala et Kinshasa, Nairobi sert d'équilibre. En d'autres termes, elle écoute les uns, rassure les autres et finit toujours par tirer profit de l'attention des voisins. Derrière ces rôles, il y a la main douce du Commonwealth, donc de la communauté anglophone, c'est-à-dire le monde anglophone, anglo-saxon, les États-Unis et les Royaumes-Unis, qui préfèrent gérer les crises africaines depuis une base qu'ils maîtrisent. Pour le Congo, la leçon simple, celui qui ne crée pas son propre centre d'influence finira toujours par être influencé par les autres centres. Ça, c'est quelque chose d'implacable. Maintenant, nous allons descendre un peu plus bas. Nous allons voir pourquoi les Congos, même quand ils défendent une cause juste, se retrouvent isolés sur la scène diplomatique. Même si les Congos a raison, se retrouvent isolés sur la scène diplomatique. Et comment cela vient du choc entre deux manières de penser et de gérer le pouvoir. La logique anglophone, ça veut dire le Kenya, les Rwanda, l'Ouganda sont dans une logique anglophone. En d'autres termes, ils ont hérité du Commonwealth. Contre la logique francophone, RDC, Congo-Brazza, Cameroun, Afrique centrale, hérité de la France et de la Belgique. Deux paradigmes qui s'opposent. On va tenter d'expliquer ça tout simplement avec des images parlantes et très calmement. Nous avons deux écoles de pensée politique qui se font face en Afrique.
Ça s'appelle de la géopolitique dont souvent les Congolais ne parlent pas. Il y a aujourd'hui 2 grandes écoles diplomatiques sur les continents africains. Il y en a 2. 2 visions du monde. Un peu comme l'URSS autrefois et les États-Unis. 2 mondes, 2 blocs. Celle du monde anglophone, plus pragmatique, directe, orientée sur l'efficacité et les résultats économiques. Et celle du monde francophone, plus institutionnelle, lente, attachée à la forme, au respect du protocole et des alliances politiques anciennes. Ça, c'est du côté francophone. Ces 2 mondes coexistent, mais ne se comprennent pas vraiment. Et au milieu de cette fracture, la RDC se trouve souvent piégée parce qu'elle appartient linguistiquement au bloc francophone. Mais géographiquement, au cœur d'une région dominée par les anglophones. Au cœur d'une région dominée par les anglophones, en d'autres termes, vous avez le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie et le Soudan du Sud. La RDC est environnée par des blocs, par de puissances, ok? Derrière, évidemment, ces différents pays, vous avez des puissances liées au niveau de l'anglais, de l'anglais, qui parlent l'anglais, si vous voulez. La logique ici, anglophone, que la RDC n'a pas, il y a une logique anglophone que la RDC ne connaît pas, un langage que la RDC ne maîtrise pas, l'efficacité avant tout. En d'autres termes, la vision anglophone de la politique héritée du Commonwealth, Royaumes-Unis, États-Unis, Canada, etc., repose sur un principe très simple. Très simple. Un problème n'est pas une question morale, mais une équation à résoudre. Cela veut dire, on ne cherche pas forcément qui a tort, qui a raison. Voici ce qui tue les Congolais aujourd'hui. On veut qu'on note explicitement, on veut que ça soit mentionné que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Nous cherchons à ce que la RDC ait absolument raison. Ce n'est pas dans la logique américaine. Ce n'est pas dans la logique américaine. On ne cherche pas forcément qui a raison, qui a tort. La logique américaine, on cherche ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne et surtout ce qui sert nos intérêts à court et moyen terme. C'est pourquoi les pays comme le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda ont appris à se vendre au monde. Parce qu'ils ont cette mentalité et un paradigme de ce qui fonctionne. L'utilitarisme, le principe ou la philosophie de l'utilitarisme. Qu'est-ce qui fonctionne? Les Congolais cherchent qui a raison, qui a tort. Vous comprenez? Et donc, en parlant les langages des investisseurs, des grandes institutions financières et des ONG internationales, ils savent raconter leur pays comme des modèles de stabilité, même si la réalité est parfois très dure à l'intérieur. Vous comprenez? Leur force, c'est la communication stratégique. Des mots comme efficacité, transparence, vision 2030, bonne gouvernance reviennent souvent dans leur narratif. Ils travaillent avec des cabinets occidentaux, des communications comme Tony Blair au niveau du Rwanda, Africa Gouvernance, initiative au Rwanda et bien d'autres éléments. Et ils savent parler directement aux anglo-saxons sans traducteur dans leur propre langage. Quand vous envoyez un diplomate aux États-Unis, envoyez quelqu'un qui maîtrise la langue. Et n'allez pas envoyer quelqu'un dont on va devoir l'accompagner avec un interprète.
Envoyez quelqu'un qui maîtrise la langue comme Kaikamba. Et donc, les amis, ils savent parler directement aux anglo-saxons sans traducteur dans leur propre langue. Le résultat est que les États anglophones semblent modernes et maîtrisés, et cela séduit les grandes puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Banque mondiale, la FMI, parce qu'ils s'adressent à eux dans leur logique. Alors que la logique francophone, nous sommes dans la légitimité avant tout. Nous cherchons la légitimité, les amis. Les Congolais disent, il n'y a pas de légitimité dans cette affaire. Il y a un problème de légitimité. Le président, il y a un problème de légitimité. Les Congolais, les francophones, pas seulement la RDC, hein, ça se passe également au Congo-Brazza, ça se passe également au Cameroun. Nous cherchons la légitimité. Sans la légitimité, nous ne pourrons pas avancer. Nous stagnons, nous ne construisons pas le dialogue, la légitimité. Voici le langage hérité par les Français et les Belges. Les Chinois se sont imposés. Les Chinois, vous cherchez à être interprétés. Les Chinois, ce sont des boss. Mon ami Land, les Chinois, ce sont des boss. À vous de vous débrouiller pour vous faire comprendre. Mais vous n'êtes pas des boss. Vous cherchez à acquérir ou à créer des partenariats. Vous cherchez des parapluies. Donc forcément, vous n'êtes pas des boss. À vous de créer des voies et moyens pour vous faire comprendre, pour que les grands vous comprennent. La Chine n'a pas besoin, la Chine ne cherche pas des parapluies. La Chine, on va en Chine pour chercher des parapluies. Donc, faites-vous comprendre auprès des Chinois, faites-vous comprendre auprès des Américains. Envoyez des personnes qui maîtrisent la logique chinoise ou la logique américaine. La logique francophone, la légitimité avant tout. Dans le monde francophone, la RDC, Congo-Brazza, Cameroun, Tchad, la diplomatie fonctionne autrement. Elle repose sur une culture héritée de la France et de la Belgique. La forme est aussi importante que les fonds dans le paradigme hérité des Français et des Belges. Ici, on met en avant la légalité, la souveraineté, le respect des institutions et du protocole d'État. Vous comprenez? C'est une approche plus juridique, plus lente, plus morale, qui vise à dire ceci: nous avons raison parce que nous respectons les règles. Ne créons pas cette dynamique parce que ça va vous desservir devant des personnes qui, eux, pensent beaucoup plus résultat. Mais le problème, c'est que dans un monde pragmatique, un monde rationnel, avoir raison ne suffit pas. Il faut agir vite et convaincre. Et sur ce terrain, les anglophones sont beaucoup plus à l'aise. Donc, les Rwandais, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, beaucoup de ces pays sont beaucoup plus à l'aise parce que c'est leur langage. Et donc, quand ces deux mondes se croisent, en d'autres termes, la RDC est au milieu du choc, la RDC se retrouve à la croisée du chemin. Elle parle français, elle pense francophone, mais elle vit entourée de pays anglophones très actifs et stratégiques. Un exemple, quand Félix Tshisekedi parle de respect des frontières, les anglophones répondent « nous, on parle des corridors commerciaux ». Quand Kinshasa évoque les droits internationaux, Kigali ou Kampala parle de sécurité des intérêts économiques. Et quand la RDC veut une paix morale et durable, les anglophones cherchent une paix utile et rapide. C'est ce choc des cultures diplomatiques qui explique pourquoi la RDC parle souvent les langages du droit
Et on s'est dit l'accord de New York, c'est pas bon, parce que nous voulons qu'on reconnaisse que nous avons raison. L'accord avec les Rwandais, c'est pas bon, parce que c'est eux qui sont les assassins historiques, alors que le paradigme ou la philosophie anglo-saxonne cherche les résultats rapides. Est-ce que nous allons rester longtemps à nous battre, ou alors nous tendons vers quelque chose de pragmatique où tout le monde va gagner directement? Et voici l'incompréhension entre la conscience ou le paradigme francophone dont nous avons hérité et les Américains. Et donc, il y a un choc culturel. Les résultats ici, c'est quoi? C'est que la RDC parle souvent les langages du droit, pendant que ses voisins parlent les langages de la stratégie. Tu as dit les choses que tu ne comprends pas. Merci. Le résultat, c'est quoi? C'est que les anglo-saxons, États-Unis, Royaumes-Unis, écoutent plus facilement leurs alliés du Kenya et du Rwanda parce qu'ils partagent la même manière de raisonner. Nairobi, la capitale du pragmatisme anglophone. Nairobi est donc le symbole parfait de ces modèles anglophones. En d'autres termes, c'est une ville qui a compris que dans la politique, ce ne sont pas les riches qui gagnent, mais les organisés qui vont gagner. Le Kenya n'a ni cuivre, ni colbate, ni diamant. Mais il a su vendre sa stabilité, son efficacité et son image moderne. Il n'a pas besoin de prendre parti, il écoute tout le monde, puis gagne sur tout le monde et tout le tableau. Et c'est pour cela que les anglo-saxons gèrent la région à travers Nairobi, pendant que les francophones regardent. Pendant que le Cameroun, pendant que le Congo, Brazza, pendant que nous, la RDC, nous regardons, les autres sont en train de gérer les affaires. La RDC, elle n'a pas encore construit sa propre ville de diplomatie. Elle réagit toujours aux crises au lieu de le préparer. Elle subit les décisions au lieu de les fixer et de fixer les cadres. En résumé, le problème du Congo n'est pas qu'il est faible. Le problème, c'est qu'il parle une langue diplomatique que le monde ne comprend plus. Pendant que Kagame défend la loi, Nairobi défend la stratégie, pendant que la RDC réclame la justice, le Kenya propose la stabilité. Et dans ce monde où le temps est devenu une arme, celui qui agit vite gagne la bataille, même s'il a tort. Donc, à nous de revoir un peu nos paradigmes. Le Congo doit apprendre à parler deux langages. En d'autres termes, celui du droit pour protéger sa souveraineté, effectivement, et celui de la stratégie pour s'imposer dans les décisions régionales. Car aujourd'hui, les grands projets du monde, comme la transition énergétique, nous n'avons cessé d'en parler ici sur ces panels, se décide dans les salons anglophones. Ça se décide à Nairobi, à Londres, à Washington, et non plus dans les institutions francophones, parce que la France est mise de côté. Tant que le Congo ne sera pas négocié en deux langues, la justice et la stratégie, d'autres continueront à décider pour lui, même en parlant de paix, tout simplement. On pose une question et puis on tente de répondre clairement, sans ambiguïté, sans émotion. Comment le Congo peut à son tour construire son propre Nairobi? Parce qu'il faut aussi apporter des réponses. On a mis en place le diagnostic, on a fait tomber la RDC à terre, maintenant il faut relever la RDC. Comment construire son propre Nairobi, c'est-à-dire un centre africain de décision, de médiation et de rayonnement. Oui, nous n'avons
pas, la géopolitique se joue sur nous, mon ami manager. Nous n'avons pas une politique géopolitique. Nous n'avons pas d'influence. Nous n'influençons personne. Nous n'influençons aucun pays. Voilà, la géopolitique, c'est tenter de se retrouver quelque part et influencer, voilà, être acteur, être un élément stratégique. Voilà, mais nous n'avons influencé personne jusqu'ici. Au contraire, c'est nous qui sommes influencés. C'est nous qui subissons la géopolitique des autres personnes. Nous subissons la géopolitique du Rwanda, la géopolitique de l'Ouganda. Nous subissons même la géopolitique de Congo-Brazza. Voilà, les gens font de la géopolitique pour nous, contre nous. Et nous réagissons parce que nous n'avons pas su mettre en place une intelligence géopolitique. Donc, nous n'influençons pas. Ça, l'influence, c'est que nos minéraux sortent. C'est tout. Nous n'influençons pas idéologiquement la région. Donc, il est temps d'échanger. C'est-à-dire, les amis, comment le Congo peut, à son tour, construire son propre Nairobi, c'est-à-dire un centre africain de décision, de médiation et de rayonnement au service de sa souveraineté, de l'unité régionale et de la transition énergétique mondiale. Comment? Pourquoi le Congo doit, c'est l'impératif, pourquoi le Congo doit avoir son propre Nairobi? Depuis des décennies, le Congo subit les décisions prises ailleurs. À Nairobi, on signe les accords qui les concernent. À Doha, on discute des corridors miniers. À Bruxelles ou à Washington, on rédige les programmes d'investissement qui touchent ces richesses. Et donc, mais le Congo est trop grand, trop stratégique et trop riche pour continuer à être un simple sujet de discussion ailleurs. Il doit devenir le lieu même où l'Afrique et le monde viennent dialoguer en RDC. Autrement dit, il est temps de ramener le centre de gravité vers Kinshasa, ou Lubumbashi, Goma ou Kisangani. Le point 2, le monde change. Les cartes se redistribuent. Nous entrons dans une ère où la géopolitique mondiale s'est reconstruite autour de l'énergie. Nous devons le savoir. Le CEREMA de l'Union européenne, sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, les matières premières critiques, effectivement, la DPA, la défense production des États-Unis, c'est la loi sur la protection stratégique et sécuriser les ressources qui se trouvent où ça? En RDC. Vous avez aussi les normes ESG, environnement, social et gouvernance, qui fixent les règles éthiques des investissements dans le monde. Les amis, donc il faut commencer par organiser un forum sur la politique, géopolitique congolaise. Alors, il faut déjà commencer par ça. Il faut cesser de faire des panels sur les conséquences. On peut faire des panels parce que sur des conséquences, on n'a pas l'amour, on n'a pas la source, on n'a pas la genèse. Et la plupart des panels, ou la plupart des Congolais, ne parlent pas des causes profondes. Des causes profondes et de réalité de l'iceberg qu'on voit, la pointe, mais il y a l'iceberg qu'on ne voit pas. Et voir ce qu'on ne voit pas, c'est être différent des autres. Vous comprenez? Et ça fait de vous un chercheur. Il faut fouiller, il faut être curieux, étudier chaque pays. Et donc, forcément, nous, les Congolais, nous n'avons pas cette habitude-là parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Nous n'avons pas été enseignés à la géopolitique. Voilà pourquoi même dans nos télés nationales, vous n'avez pas de sujet de géopolitique, par exemple. Vous partez dans d'autres pays, ce qui se passe chez nous, on en parle ailleurs. Vous partez, par exemple, au Burkina Faso,
au Togo, vous partez au Cameroun, il y a des plateaux de télé qui parlent de la RDC. Mais chez nous, nous ne parlons pas du Cameroun, de la politique camerounaise. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé à Doha, par exemple. Vous voyez, nous ne parlons pas de ce qui se passe en Belgique, la politique belge. Le Belge parle de notre politique, il s'intéresse à notre politique. Mais chez nous, on parle que des êtres humains, on parle que des hommes, du fayoulou, du vol. On reste en interne, on ne sort pas. Et c'est ça la pauvreté qui nous guette. Donc, c'est un peu ça. Alors, les amis, ici, il est question de faire quoi? Il faut ouvrir, en fait, l'amour de la lecture se transmet. Vous voyez? L'amour du raisonnement, de doute, des analyses profondes se transmet aussi. Donc, ce n'est pas qui décide, mais c'est une politique à mettre en place. C'est une volonté politique. Il faut une réforme au niveau de l'éducation pour stimuler les élèves, les universitaires à réfléchir au-delà de ce qu'ils voient. Donc, c'est une politique à mettre en place. Sinon, d'autres vont réfléchir géopolitique et nous, on continuera à réfléchir politique. Et même certains dynamiques politiques, il y en a qui ne le maîtrisent même pas. Donc, c'est compliqué. Les amis, nous citons ici les 3 cadres ont un poids commun. Il exige la traçabilité, la stabilité et la responsabilité des États producteurs. Et devinons quoi, les amis? Le Congo est au centre de tout ça. Et donc, au centre de tout ça, c'est le cœur du cobalt, du cuivre, du coltan. Bref, de la transition énergétique mondiale, et même cette transition énergétique mondiale, on en parle à Tokyo, on en parle à Bruxelles, on en parle à New York, on en parle à Paris. C'est l'événement mondial, c'est-à-dire c'est l'or noir du demain, c'est le changement du système, du paradigme énergétique du futur. Et ces changements, c'est la RDC qui détient la clé. Et le monde en parle, mais les Congolais n'en parlent pas. Vous voyez? Les Congolais n'en parlent pas. Les Congolais ne savent pas ce qu'ils sont, en fait. N'ont aucune idée de l'importance dont ils représentent pour la transition énergétique. Les gens ne comprennent pas. Le Congo est au centre de tout ça. C'est le cœur du cobalt, du cuivre, du coltan. Bref, de la transition énergétique mondiale. Je dis la transition énergétique mondiale. Donc, on passe du pétrole, nous passons de l'essence, du carburant diesel aux batteries. Nous passons du carburant qui monte, qui descend. Il y a des combats et beaucoup de dynamiques autour du pétrole, beaucoup de guerres aussi autour du pétrole. Et le pétrole sert d'alimenter des véhicules, etc. Mais d'ici 2050, il n'y aura plus du pétrole dans des véhicules. Et qui va alimenter, qu'est-ce qui va alimenter ces véhicules? C'est la RDC. C'est la RDC. Mais nous ne parlons pas de ça. Les amis, le Congo est au centre, effectivement, de tout ça, parce que le Congo détient les cobalt, les cuivres, les coltans, bref, la transition énergétique mondiale. Mais pour être pris au sérieux, le Congo doit devenir les garants diplomatiques de cette stabilité, pas seulement les fournisseurs de matières premières. Ce que Nairobi fait est ceci. Les génies fossiles restent incontournables. Donnez-nous rendez-vous. Nous avons rendez-vous en 2040, mon ami. L'énergie fossile est incontournable.
Hier, l'énergie fossile, hier, on parlait aussi on parlait aussi, comment on appelle ça, de dactylo. Hier, on parlait aussi du charbon. Ok, le charbon hier était incontournable. Ce que Nairobi a fait, que Kinshasa peut aussi faire. Nairobi a réussi son pari sans mine, sans pétrole, sans grande armée. Comment? En créant 3 piliers ou 3 pôles. Le premier, la diplomatie proactive. Le Kenya a choisi d'aller vers les crises, pas les subir. Il se propose toujours comme médiateur, Somalie, Soudan, du Sud, RDC. Résultat, tout le monde les consulte, donc tout le monde lui doit quelque chose. En deuxième position, la logistique et les infrastructures. Nairobi a bâti les corridors de Mombasa, un axe vital pour toute la région. Les marchandises, les délégations, les ONG passent par là. C'est lui qui contrôle les routes, contrôle les conversations. Et puis il y a l'image. Le Kenya a compris le pouvoir de la communication. Ses dirigeants parlent anglais, s'expriment à l'ONU, dans beaucoup d'autres organisations, à Davos, ils s'expriment en anglais. Les pays se présentent comme stables, modernes, même quand c'est partiellement vrai. L'image suffit à créer la confiance. Et donc, ces modèles, le Congo peut les reproduire, mais à sa manière. Comment construire le Nairobi congolais? Comment le faire? Créer une capitale diplomatique régionale. Kinshasa a déjà le poids symbolique. Mais il faut en faire un centre des rencontres panafricaines permanent. Un forum africain du cobalt et de la paix, par exemple. Un lieu où les présidents, investisseurs et ONG viennent parler du futur de l'Afrique, chez nous, pas ailleurs. Fonder une école africaine des géostratèges. Le Kenya a ses institutions de diplomatie formées par les anglo-saxons. Le Congo peut créer une académie congolaise de diplomatie stratégique pour former ici ces cadres à la lecture du monde moderne, parce que nous n'avons pas ces gens-là, et comprendre à parler 2 langues, celle du droit et celle de la stratégie. Effectivement, développer également les infrastructures de connexion, les corridors de Lobito, Angola, Zambie, Katanga, Atlantique, doit devenir le cœur logistique africain. C'est les Mombasa congolais, mais sous contrôle national. Et si le Congo connecte Lobito, Kolwezi, Kasumbalesa, Likasi et Goma, alors c'est le monde entier qui viendra vers lui pour, et pas le contraire, cher ami, investir dans l'image internationale également. Tant que d'autres parleront du Congo à notre place, ils raconteront leur version. Il faut créer nos propres médias internationaux. Un Congo Diplomatie TV. Congo Diplomatie TV, une revue congolaise des ressources et une présence active dans les forums mondiaux. Ce que cela changerait pour la RDC, les jours où la RDC aura sa propre plateforme de dialogue, les groupes armés n'iront plus chercher une oreille à Nairobi. Les accords de paix se signeront à Goma ou à Lubumbashi. Et le Congo cessera d'être le terrain des autres pour devenir le terrain de lui-même. C'est ce qu'on appelle ici en géopolitique le passage de l'objet au sujet. Autrement dit, de celui qu'on observe à celui qui décide. Congo va décider. En résumé géostratégique. Pendant longtemps, le monde a parlé du Congo sans les Congos. Aujourd'hui, c'est au Congo de parler du monde depuis le Congo.
Car c'est lui qui a les richesses, effectivement, de demain, doit aussi avoir la parole d'aujourd'hui. Les Nairobi du Congo n'est pas un lieu géographique, c'est un changement de posture, changement d'identité, changement de paradigme, un sursaut de dignité diplomatique. Et le jour où nous comprendrons, nous les Congolais, que la paix ne se signe pas, mais c'est construit chez nous, alors le Congo deviendra non pas les champs des batailles, mais les centres de gravité du continent africain. La conclusion finale, et nous allons évidemment ici nous saluer et puis nous souhaiter de bonnes nuits. Nous avons parcouru une vérité que beaucoup refusent encore de voir. Le Congo n'est plus au bord de l'histoire. Il en est désormais le centre. Pendant que certains se rassemblent à Nairobi pour parler du passé, le monde, lui, se tourne vers Kinshasa pour parler de l'avenir. Le Rwanda a bâti sa force sur la communication, le Kenya sur la diplomatie, mais le Congo, lui, porte la force des ressources et du temps. Aujourd'hui, les amis, les États-Unis et l'Union européenne ne cherchent plus la guerre, il faut le savoir. Ils cherchent la stabilité, la traçabilité, la transparence. Et tout cela dépend d'une seule chose, la paix et la responsabilité du Congo. Le monde veut sécuriser le cobalt, le cuivre et le coltan pour la transition énergétique dont les Congolais ne parlent pas. Mais ce qui doit d'abord sécuriser, c'est la conscience congolaise. Car tant que nous passerons en fragments, d'autres penseront à notre place en système. Tant que nous réagirons à ce que Nairobi fait, au lieu de créer notre propre Nairobi, nous resterons les décors d'une histoire écrite ailleurs. Mais j'ai la conviction personnelle que les vents a tourné, que le Congo a commencé à parler une autre langue, celle de la stratégie, j'en suis convaincu, du partenariat et de la fierté nationale. Nous ne sommes plus un pays à l'attente de paix, nous sommes un pays porteur de solutions, les amis. Car le monde ne pourra pas entrer dans la transition énergétique sans passer par la transition politique et morale du Congo. Alors, relevons la tête, chers amis, parce que ce n'est plus les moments de mendier notre place, mais de l'assumer pleinement. Les amis, je vous souhaite bonne soirée. Et demain, nous parlerons des conséquences, s'il y en a, du conclave. Nous parlerons de ces conclaves. Est-ce que ces conclaves est un risque pour la stabilité du Congo? Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir un passé agir? Est-ce que c'est un passé qui est à Nairobi? Est-ce que le passé peut agir sur le présent? Oui, s'il y a un trauma. Mais là, nous parlons d'un système. Est-ce que ce système du passé peut déstabiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique? Est-ce que Kabila a encore la confiance des Américains? Est-ce que Nanga est crédible auprès des Américains? Nous en parlerons demain. Est-ce que le Rwanda peut aller contre les intérêts de l'Union européenne et des Américains? Nous en parlerons demain. Est-ce que
le M23 peut être un frein, obstrué à la mise en place de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que le M23 est plus fort que la Russie? Est-ce que le M23 a la clé, a la gâchette, a le poids nécessaire pour empêcher la mise en place de la sécurisation de l'Est? Est-ce que le Rwanda a encore des cartes, a encore de marge de manœuvre? Est-ce que le Rwanda va être déclassé ou le Rwanda est conservé pour d'autres actions au niveau de la région? Nous en parlerons demain. Les amis, je vous souhaite ici de passer une bonne soirée et je nous souhaite de beaucoup méditer. Je nous souhaite de faire de recherches sur nos voisins. Je nous cherche, je nous convie et je nous supplie pour qu'on ait un discours non fragmenté, un discours clair. Il faut étudier la géopolitique de chaque pays. Chaque pays, c'est-à-dire quelle est la géopolitique du Rwanda sur la région. Il faut l'étudier. Quelle est la géopolitique de l'Ouganda sur la région? Il faut l'étudier. Qu'est-ce que le Rwanda a comme force, comme faiblesse? Il faut l'étudier. La Tanzanie, l'Angola, etc. Parce que les États-Unis nous étudient tous. Les États-Unis étudient le monde entier et le Rwanda a bien pris le soin de nous étudier. Voici pourquoi il peut activer quelques leviers et pour attirer Nanga et d'autres Congolais malheureux qui vont se faire égorger dans le salon de M. Kagame. Bye bye, salut et ciao, à demain, que Dieu vous garde.